bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette scène des déblogueurs avec Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, bonjour. Vous êtes Bonjour. politologue, essayiste. Vous avez travaillé pour RMC, BFM, comme observateur de la vie politique. Et vous venez de publier, après votre premier livre, Une mondialisation heureuse, vous venez de publier Antisocial, la guerre est déclarée, dans la collection Tribune Libre chez Plomb. Et dans cet ouvrage, vous déconstruisez finalement les argumentaires politiques actuels et vous définissez la politique qui est menée par le gouvernement, mais plus largement par les gouvernements successifs des dernières années, comme antisocial. Alors qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là et pourquoi ces politiques sont, selon vous, antisociales ? Qu'est-ce qui est social ? Ce qui est social, c'est toutes les mesures qui sont prises pour qu'on soit dans l'entraide de manière collective. La sécurité sociale, c'est ça. Les allocs chômage, c'est ça. Les allocations familiales, c'est ça. Le fait qu'on ait un service public, par exemple la Poste, après tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, on s'est organisé en tant que collectivité nationale pour que y ait quelque chose qui fonctionne grâce à nos impôts à tous et qui permette d'avoir un service postal à un prix ridiculement bas qui fonctionne pour tout le monde, même dans les coins les plus reculés du pays. Donc le social, ça vient du latin socius. Socius veut dire l'allié. Et donc le social, c'est quand on s'allie, quand on fait une grande alliance de toute la population pour construire quelque chose qui va profiter à tous. Et l'antisocial, c'est casser ces choses-là pour mettre à la place le règne du chacun pour soi et le règne de la baston de tous contre tous. Et donc l'antisocial, c'est la dynamique actuelle qui consiste à dire, vous savez quoi ? Il faut que chacun s'en sorte avant tout par soi-même. Donc, démerde-toi. Ceux qui sont déjà le plus en haut vont recevoir encore plus parce que s'ils sont en haut, c'est que c'est eux les plus forts, donc c'est normal. Et si t'es dans la merde, si t'es chômeur, si t'es précaire, si t'as un contrat de travail qui te permet pas d'obtenir un prêt pour te loger ou des choses comme ça, eh bien, quelque part, c'est de ta faute, t'avais qu'à être plus compétitif. Voilà, c'est cette ambiance-là, c'est cet univers-là. Et avec ce raisonnement-là, on se retrouve avec une accumulation spectaculaire d'affirmations contre les gens qui sont déjà dans la merde, en leur expliquant que c'est de leur faute. Par exemple, on répète en boucle, le chômage, c'est un vrai problème, on n'a qu'à durcir les contrôles sur les chômeurs. Alors, c'est un mensonge. Les chômeurs, c'est pas de leur faute s'ils sont au chômage. Ça, on l'entend tout le temps, à la télé, à la radio, etc. C'est un mensonge. Je vous en prie, madame. Et ça se démontre assez facilement, c'est-à-dire qu'il y a combien de postes vacants, c'est-à-dire les boîtes aimeraient embaucher, mais ils ne trouvent pas de candidats. Il y en a combien ? Selon Pôle emploi, il y en a maximum 300 000, et en réalité, c'est 120 000. Bon, il y a combien de chômeurs dans ce pays ? 5 600 000. Donc même si tous les postes vacants étaient pourvus, 98% des chômeurs resteraient au chômage. Donc par définition, ça n'est pas de leur faute. C'est un exemple parmi d'autres d'un certain nombre de mensonges qui nous sont assénés en boucle. Et ça sert à quoi ? Ça sert à justifier de leur enlever des solidarités, de leur enlever des droits, de leur enlever des protections, parce que pour pouvoir leur marcher sur la gueule facilement, encore faut-il qu'on ait bien expliqué que c'est de leur faute et que ce sont des profiteurs, alors qu'ils subissent le système et qu'ils se font marcher dessus. Et alors justement, dans votre livre, et c'est un peu ce que vous venez de développer, vous expliquez justement cette façon de mettre à mal tous les droits sociaux, toutes les liaisons sociales et tous les liens sociaux entre les gens, le discours anti-chômeur, anti-syndicat, anti-santé. Anti-cheminots. Qu'est-ce qu'ils se sont pris dans la gueule, les cheminots ? Et On leur a même ressorti la prime au charbon, alors que la prime au charbon, elle n'existe plus depuis les années 70. Et vous avez des types qui arrivent sur les plateaux de télé, éditorialistes, tronches de premier de la classe, comme dirait Coluche. Oui, quand même, ils ont des avantages. Par exemple, la prime au charbon, les mecs bossent pas. S'ils avaient bossé 5 minutes, ils sauraient que ça n'existe plus depuis plus de 30 ans. Et alors justement, c'est quoi les mécanismes qui sous-tendent pour vous ce discours-là ? Est-ce que, parce qu'il n'y a pas non plus, j'imagine pas, que vous pensiez qu'il y a un complot d'un ensemble de gens, de castes qui s'amusent à déconstruire ça. Donc quels sont ces mécanismes ? C'est très simple. À un moment donné, vous avez une poignée de milliardaires, Arnaud, Lagardère, etc., qui se sont mis à acheter des grands médias audiovisuels et de presse écrite, privés,
Résultat, vous avez plus de 90% des médias privés qui sont entre les mains de moins de 10 milliardaires. Et ces gens-là, regardez les comptes des différents médias en question, la plupart des médias en question perdent de l'argent ou n'en gagnent quasiment pas. Donc ces milliardaires n'investissent pas là-dedans pour faire de la rentabilité. Ils perdent de l'argent ou ils n'en gagnent pas. Donc ils achètent, ce qu'ils achètent, c'est une force de frappe dans le débat politique et dans l'évolution de la société. C'est un retour sur investissement politique. Donc vous partagez finalement, vous insistez là-dessus d'ailleurs justement sur le rôle des médias dominants dans votre livre, mais du coup est-ce que vous partagez cette idée de Jean-Luc Mélenchon dont vous êtes proche, qui parle de la haine juste et saine du parti médiatique? Parce que je veux dire, le parti médiatique, si les médias avaient encore une influence, ça se saurait quoi. Mais ils en ont... Alors, contrairement parce que le traité européen, les médias étaient tous pour le vote. Contrairement à ce que j'entends beaucoup, les grands médias ont encore une influence absolument colossale. D'abord parce que quand vous demandez à n'importe qui, est-ce que tu as confiance dans les médias? Ah non, il faut se méfier, etc., etc. Et après, dans une discussion sur n'importe quoi, vous entendez la même personne, je dis bien la même, vous répétez des trucs qu'elle a entendus à la télé. Donc c'est ce grand paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, y compris ici je suppose, qui n'ont pas confiance dans les médias, mais qui vont répéter un truc qu'ils ont entendu sur un plateau télé, où il y a des types, genre c'est dans l'air. Beaucoup de gens ont confiance dans l'émission C'est dans l'air. Où vous voyez des gens comme... Il y a une jeune femme qu'on voit tout le temps qui s'appelle Agnès Verdier-Molinier, qui est... elle est présentée directrice de l'IFRAP. Et elle est présentée comme experte sur les politiques publiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a comme formation? Elle a une licence ou une maîtrise, je ne sais plus, en histoire. Et sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'économie ou les politiques publiques. Donc, elle a le droit d'aller sur des plateaux télé, mais pourquoi elle, plutôt que vous, puisqu'elle n'a pas d'expertise supérieure à la vôtre? Premier point. Deuxième point, l'IFRAP n'est pas un laboratoire de recherche, c'est un mensonge. L'IFRAP est enregistré à l'Assemblée nationale, enregistré comme quoi? Comme lobby. Comme lobby. Je vois une dame qui fait des grands yeux écarquillés. Oui, madame, l'IFRAP d'Agnès Verdier-Molinier est enregistré à l'Assemblée nationale en tant que lobby, qui est financé par des fonds privés. Et ses donateurs, qui c'est? Eh bien, on ne sait pas, parce que la liste des donateurs est anonyme. Et qu'est-ce qu'elle répète en boucle? Qu'il faut péter le code du travail et qu'il faut payer moins d'impôts. En étant une fausse chercheuse d'un faux institut de recherche dont les donateurs sont anonymes. Et elle est invitée sur tous les plateaux télé. Je dis, les médias qui l'invitent ne sont pas sérieux. Oui, mais Agnès Verdier-Molinier ne fait pas l'opinion non plus. Faut pas Agnès Verdier-Molinier, à elle toute seule, fait plus de temps d'antenne que n'importe quel chercheur sérieux, rigoureux, qui serait spécialiste, lui, des politiques publiques, contrairement à elle, qui en parle tout le temps, mais qui n'en a jamais été une spécialiste. Je veux dire... Moi, je suis politologue. Je ne vais pas aller débattre sur, je ne sais pas moi, comment on fait pousser des tomates. C'est un métier. Je ne sais pas faire. Eh bien, Agnès Verdier-Molinier, je veux bien l'écouter sur des sujets d'histoire, parce que c'est sa formation, parce que c'est sa légitimité en termes de titre de diplôme, et je ne lui conteste pas ça. Mais quand elle commence à nous donner la leçon sur les services publics coûtent trop cher, n'importe quoi, vous lui demandez l'heure, elle vous dit ça coûte trop cher. Bon. Et donc, je fais une parenthèse pour revenir sur quelque chose, sur l'influence des médias. Donc, il y a le fait que on répète des choses qu'on a entendues à la télé, quand bien même on s'en méfierait, on les répète quand même. Et il y a des gens qui sont dans des émissions télé présentées comme ayant une expertise, mais en réalité, ils n'en ont aucune. Christophe Barbier, il a quelle légitimité à vous dire ce qu'il faut faire, je ne sais pas moi, du code du travail, de la sécu, etc. Je veux dire, le mec, il a fait une école de journalisme. Point. En quoi, lui, c'est plus légitime que n'importe qui dans cette salle? Il n'y a aucune raison valable. Et pourtant, ces types, ils sont toujours les mêmes. Ils sont une quinzaine de personnes qui tournent en boucle dans l'émission C'est dans l'air et qui vont vous expliquer il faut des abominations, il faut dégraisser le service public, il faut il faut remettre en cause les privilèges des cheminots. Enfin, comment ils parlent? Les mêmes ont tous une niche fiscale, tous, et ils ont le culot de vous parler de privilèges. Alors que, soit dit en passant, les cheminots ont un niveau de salaire qui est à peu près celui de la moyenne des Français, donc ils ne sont pas privilégiés, et leur âge réel de départ à la retraite, c'est 58 ans. Alors ça peut peut-être vous choquer. Quel est l'âge moyen réel de départ à la retraite de l'ensemble des Français? 58 ans, pareil. Eh oui.
Bon, après c'est un débat, mais je pense que vous êtes accordé beaucoup d'importance à l'influence de Christophe Barbier et de Agnès Verdier-Molinier sur Non, mais je cite que sur quelques l'opinion des exemples. gens. Non, mais sur Je peux l'opinion des vous- gens. Mais Je peux vous parler, par exemple, de l'impact de l'évolution des grands médias audiovisuels publics. À une époque, les plus anciens s'en souviennent, les plus jeunes vont pas me croire. À une époque, la matinale de France Inter était de gauche. Maintenant, et France Culture, les plus jeunes vont pas me croire non plus, France Culture était encore plus à gauche. Et il y avait un équilibre dans le paysage audiovisuel, c'est-à-dire qu'en gros, les médias privés étaient plutôt de droite et les médias publics étaient plutôt de gauche, donc on avait bricolé ça et on avait donc un paysage médiatique à peu près équilibré. Si je vous parle de ça il y a quelques années, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Maintenant, la matinale de France Inter, qui est l'éditorialiste économique vedette, c'est Monsieur Seux. Et Monsieur Seux, tous les jours, tous les matins, il vous fait un éditorial dont la ligne est il faut flexibiliser, moderniser, assouplir et toutes ces fadaises. C'est-à-dire qu'en fait, il vous dit qu'il faut enlever des protections aux gens, enlever des droits aux gens, enlever des services publics aux gens. Et c'est ça qu'il est en train de vous vendre. Et il vous vend ça tous les matins sur une radio de service public. C'est-à-dire que mes impôts payent un type qui dit qu'il faut péter le service public. Et le code du travail, etc., etc. Et quant à France Culture, pendant ce temps-là, à une époque, France Culture était encore plus à gauche que France Inter. Maintenant, sur France Culture, la matinale, mais un certain nombre de programmes aussi, vous avez quelqu'un comme Brice Couturier. En termes de discours, voilà, ça se pose là, quoi. Hein, je vois un monsieur qui hoche la tête, on est d'accord, il y a quand même un problème. Et il serait plus à sa place sur, je sais pas moi, RMC. Et pendant ce temps-là, vous avez aussi Alain Finkielkraut sur France Culture, ce qui est quand même une autre ambiance que ce qu'on a pu connaître par le passé. alors, Oui. si je vous suis bien, on a beaucoup entendu ces derniers temps que la gauche et la droite n'existaient plus, en tout cas que c'était plus des clivages structurants de la société française. Donc pour vous, ce sont encore les clivages d'explication de la société française, et c'est les seuls clivages qui peuvent expliquer la société française et les affrontements qu'il peut y avoir entre les classes sociales. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'il y a deux grandes lignes de fracture au niveau des idées des gens. La première, c'est l'économique et le social. Et là-dessus, il y a ceux qui veulent aggraver les inégalités et ils pensent que c'est une bonne chose. Ils pensent que c'est une bonne chose parce que tout le monde, même ceux qui se font marcher sur la gueule, finalement, ce sera quand même meilleur pour eux ultimement. Et donc ça donne Macron, Juppé, Wauquiez, Hollande, etc., etc. Et puis vous avez ceux qui vont penser qu'il faut au contraire garder des protections, des droits, des services publics de qualité, qu'il faut une transition écologique, etc., etc. Bon. Et ça va être des gens, effectivement, vous avez mentionné que je suis à la France Insoumise, c'est plus des gens qui sont dans notre ligne. C'est l'altermondialisme en gros. Et puis vous avez une autre ligne de clivage qui est... Alors, moi, ça me fait rire, on appelle ça les sujets de société. En vrai, c'est quoi? C'est les Arabes et les LGBT. Je vous invite à vérifier. Quand on vous parle des sujets de société, on va vous parler d'un truc, et quand vous grattez, vous tombez soit sur « Ah, il y a quand même un problème avec les Arabes », c'est le Front National. Le Front National n'a que ça à vous dire, hein. Quand il vous parle de laïcité, c'est pour vous dire qu'il y a un problème avec les Arabes. Quand le Front National vous parle d'immigration, c'est pour vous dire qu'il y a un problème avec les Arabes. Quand il vous parle d'insécurité, c'est pour vous dire qu'il y a un problème avec les Arabes. Même quand il vous parle de sécurité sociale ou de logement, c'est pour vous dire qu'il y a quand même trop d'Arabes. Et quand il vous dit quand même que il faut aussi critiquer l'Union européenne, leur principale critique envers l'Union européenne, c'est qu'elle fait rentrer trop d'Arabes. Donc en fait, le Front National n'a rien d'autre à vous dire que « j'aime pas les Arabes ». C'est tout. Et l'autre sujet donc, de clivage non économique, ça va être les questions de, de genre, de mœurs, de sexualité, de conjugalité. Et quand on regarde bien, c'est entre l'affirmation d'une liberté individuelle ou le maintien de l'ordre moral préexistant. Et ça va être sur ces sujets-là. Et donc, alors que, de mon point de vue, si on est sincèrement progressiste, il faut être à la fois progressiste sur l'égalité, la justice, l'écologie,
et sur la lutte contre le racisme, l'homophobie, etc., il y a malheureusement une partie du paysage politique qui se mobilise à fond sur les questions dites sociétales, mais ça leur sert d'alibi pour laisser tomber complètement la lutte sur la justice économique et sociale. Et donc, finalement, ça donne François Hollande qui enlève des droits et des protections à des millions de gens, et à la fin, il vous dit « Mais attendez, quand même, j'ai fait le mariage homo. » Vous voyez ? Et donc, il y a quelque chose de malsain à ne prendre qu'un des deux bouts, alors qu'il faut se battre sur l'ensemble, à mon avis. Alors, dernière petite question, ça me rempoche à 10 ans. Quel est le roman qui vous a marqué dans les 10 dernières années? Le roman le plus marquant? Le Maître et Marguerite de Bulgakov, sans la moindre hésitation. C'est un roman, donc Bulgakov est un auteur russe de la première moitié du XXe siècle. Il a écrit donc un certain nombre de livres. Vous pouvez prendre n'importe quoi de Bulgakov, ça vaut vraiment la peine. Mais en particulier Le Maître et Marguerite, c'est un roman sur la situation. C'est un roman satirique sur la situation du début de la Russie soviétique. Mais plus profondément, c'est un roman sur la difficulté de la création et le rapport à la création artistique et le rapport entre création artistique et la contrainte du pouvoir politique. Il écrit ça à l'époque de Staline. Hein. Et il est donc dans une situation qui est, comment dire, c'est un roman qui est vraiment protéiforme et impossible à résumer, mais je vous certifie qu'il en vaut vraiment la peine. Mais sinon, mon bouquin Antisocial est très bien aussi. Eh bien, merci Thomas Guénolé. Comme vous voyez, il y a de la verve et il y a du répondant dans le débat. Donc, merci Thomas Guénolé. Vous êtes là en dédicace. Donc ouais, je suis par là, moi. Allez le voir. Et puis, à très bientôt sur les déblogueurs. Merci. Je vous en prie. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.